On se retrouve après la pause pour la deuxième table ronde de la matinée, une table ronde qui est très connectée à l'actualité, qualité et réglementation. 4 experts pour en débattre: Michael Charby du Haut-Commissariat à l'enseignement et à la formation professionnelle, Marc Verger de Media School, Isabelle Rivière des acteurs de la compétence et Laurence Carlinet d'ETS Global. Ils vont prendre place. Bonjour à tous les quatre. Je vais vous demander de vous saisir chacun d'un micro et je vais faire une petite présentation succincte en commençant par vous, Laurence Cardinet. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes directrice exécutive et secrétaire générale d'ETS Global. C'est un fournisseur notamment des certifications historiques en anglais, TOEIC et TOEFL. ETS, c'est plus de 50 millions de tests par an dans le monde, 300 000 pour la France. Isabelle Rivière, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Isabelle, vous êtes déléguée générale adjointe des acteurs de la compétence, et les acteurs, on rappelle que c'est l'organisation professionnelle majoritaire de la branche des organismes de formation, 1400 adhérents. Il n'y a pas que des OF, il y a aussi des CFA, des certificateurs, des éditeurs de contenu, des cabinets de conseil et d'accompagnement. Troisième interlocuteur, Marc Verger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur pédagogie, qualité, innovation de Media School. C'est un groupe qui regroupe une vingtaine d'écoles, près de 500 collaborateurs, 10 500 étudiants, majoritairement alternants, et qui détient en propre 10 certifications au RNCP. Et enfin, Michael Charby, quatrième interlocuteur. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes conseiller apprentissage, certification et qualité au Haut-Commissariat à l'enseignement et à la formation professionnelle. Au commissariat, certains l'auront noté, qui ne fait pas partie du gouvernement. Ça peut être une chance dans le contexte politique actuel. Et on va démarrer avec vous, Michael, justement, pour peut-être avoir votre regard sur le paysage des certifications, à la fois des certifications et des certificateurs depuis la loi du 5 septembre 2018. Ensemble, on va essayer d'avoir vos différents regards, vos analyses sur à la fois l'évolution de la qualité des certifications et puis sur les pistes d'amélioration concernant Calliope, les contrôles, les relations certificateurs-certifiés, bref, c'est du lourd. Mais tout d'abord, Michael Charby, votre regard sur ce paysage depuis 2018. Quels sont les 2-3 éléments qui, selon vous, ont vraiment bien fonctionné et quels sont les axes d'amélioration, voire les bémols importants? Alors, c'est vrai qu'on est confronté vraiment depuis 2018 à une transformation de manière générale très forte du secteur de la formation professionnelle. Et c'est vrai que la certification et la certification professionnelle ont été un élément particulièrement moteur de cette transformation. Alors, pour des raisons que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire une ambition très forte du législateur, plus forte encore qu'en 2014, pour tourner les financements mutualisés vers ces formations qualifiantes et certifiantes et professionnalisantes, et l'ambition qui donc concentre la grande majorité des dispositifs. Et ça a généré quand même un effet d'attention, parfois un effet de découverte du secteur. Et cette transformation a été, bien entendu, comme d'autres éléments d'ailleurs de la loi de 2018, assez brutale, parce que c'est un changement de paradigme, parce que ça implique de se tourner plus vers les enjeux du marché du travail. Je dis pas que c'était pas le cas avant, mais en tout cas, là maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez impératif. Et c'est un changement aussi d'état d'esprit, parce que se tourner vers ses besoins, vers les besoins des entreprises, les besoins des apprenants, c'est aussi pour les organismes de formation une façon aussi de s'ouvrir plus vers l'extérieur et vers les enjeux qui sont ceux du marché du travail. Et de ce point de vue-là, il y a le rôle des organismes certificateurs qui sont maintenant, on peut le dire, un élément central du dispositif qualité de la formation professionnelle, ce qui clairement n'était
que marginalement le cas avant 2018. Et ça, c'est vraiment une transformation très importante. Et d'ailleurs, qui doit maintenant être, je pense, reprécisée pour bien clarifier ce qu'on attend des certificateurs et ce qu'on attend plutôt des autres régulateurs, ou en tout cas acteurs de la régulation, que sont les acheteurs, les financeurs, les pouvoirs publics. Et c'est peut-être comment dire, la prochaine étape, c'est-à-dire s'assurer d'une plus grande clarification du rôle des certificateurs, aussi pour aussi reconnaître ce rôle important qu'ils ont pris dans l'écosystème et qui pour l'instant est assez peu défini dans les textes. Est un organisme certificateur au sens du Code du travail, un organisme qui détient des certifications dans les répertoires nationaux. Point. Il n'y a pas plus d'écrit. Et il y a l'obligation de déclarer les habilitations informées et évaluées. Ça se limite à ça. Clairement, c'est trop peu et on va avoir un besoin de clarifier ça afin d'appuyer les démarches des certificateurs et aussi peut-être, et ça sera peut-être un point qu'on détaillera plus dans la table ronde, comme l'a dit Olivier Dussopt, de rapprocher aussi le système des organismes certificateurs, celui des ministères certificateurs et les logiques d'accréditation, par exemple, qu'on peut avoir sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Merci pour ce regard, ce préambule. Même question, Marc Verger, votre regard à vous sur ce paysage des certificateurs. Alors, il y a beaucoup de clés d'entrée possibles, Calliope, les contrôles, la redondance des contrôles, les auditeurs, etc. Qu'est-ce qui vous semble, vous? Alors, est-ce que vous partagez une partie de ce que disait Michael Charby sur les atouts, finalement, la mise un peu au centre, le rapprochement avec les apprenants et quel bémol à contrario? En fait, je vais peut-être répondre avec trois points. Il y a dire déjà ce que représente aujourd'hui la certification nationale de qualité Calliope pour Media School en chiffres. Et derrière ça, quels sont un peu les bénéfices qu'on peut percevoir lorsque vous êtes un groupe d'édus et surtout quelques frustrations. Donc ça recoupera certainement des éléments avec Mickaël. Alors Calliope, ça veut dire quoi? Par exemple, et je parlais des titres RNCP1 sur la fin. Calliope, c'est quoi pour un groupe comme Media School? En fait, c'est 40 jours d'audit sur le premier semestre 2024. 40 jours, ça à peu près 50 000 € de frais d'audit. C'est sur un cycle complet de 3 ans, puisqu'on est revenu à 3 ans aujourd'hui, c'est 80 jours d'audit, c'est plus de 110 000 € de frais d'audit. Je passe les frais de personnel, de déplacement et autres. Et le recrutement de responsables qualité, donc là ce sont des chiffres. Je rappelle que Datadoc à l'époque, c'était 0 quand même. Après, quel bénéfice est-ce qu'on peut en tirer? Ça permet surtout de cartographier en fait les modes opératoires et d'uniformiser, de processer. C'est vrai que c'est un facilitateur d'onboarding pour nos collaborateurs, c'est ce qui est très bien. Ça a permis surtout aussi une réappropriation de certains fondamentaux légaux et réglementaires. Calliope n'est jamais qu'un agrégat de textes de loi que certains avaient peut-être oublié ou jamais vu. Et puis c'est surtout aussi un développeur d'agilité pour les acteurs que nous sommes. V9 du guide de lecture, V2 du question-réponse, je passe tous les décrets et les arrêtés bien évidemment, et ça nous permet aussi une révision de quelques fondamentaux mathématiques avec des formules de calcul intégrant des racines carrées pour calculer une durée. Donc ça c'est le petit coin positif. Sur les frustrations qu'on peut être, en tous les cas qu'on peut ressentir, on a aujourd'hui pour les certificateurs Calliope plus de 35 certificateurs, donc c'est devenu un vrai marché. Et c'est vrai qu'on se pose des questions pour avoir été 4 ans chez un certificateur Calliope. Et bien en fait des questions sur le profil des auditeurs, sur les compétences et surtout en fait sur le caractère hétérogène ou homogène des appréciations de ces personnes qui viennent nous voir avec des curseurs d'analyse qui peuvent être quelquefois différents. Et surtout que certains se confondent les rôles et pensent être le contrôleur de la DRIETS ou de la DRETS, ce qu'ils ne sont pas. Les frustrations peuvent être renforcées chez nous et vous avez évoqué différents contrôles. C'est vrai que Media School, au premier semestre, on a aussi un contrôle de la DRIETS, ravi. C'est 4000 dossiers numérisés à transmettre à la DRIETS sans nouvelles depuis 5 mois, donc j'imagine qu'ils sont en train de les lire. Et derrière ça, nous avons bien sûr aussi les contrôles des financeurs, ce qui est tout à fait normal, région, transition pro, OPCO et autres. Et nous ne sommes pas les plus à plaindre. Je n'ai pas vu quelqu'un de la Croix-Rouge ici, mais la Croix-Rouge vous dirait qu'ils ont aussi le Haut Commissariat à la santé qui vient les contrôler. Mais juste encore sur un chiffre, sur le S1, rien qu'en jour d'audit, c'est 40% des jours ouvrables
nous avons dû investir dans les contrôles, donc 40% que nous n'investissons pas forcément lorsqu'on répond je dirais pas un interrogatoire, mais en tous les cas l'auditeur. Lorsque nous sommes amenés, ces 40% ne sont pas investis sur l'accompagnement des apprenants, etc., etc. Donc voilà, c'est surtout ça. Et côté RNCP, pour terminer, puisque c'est aussi la certification. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de titres avec une durée moyenne de renouvellement de 3 ans. En fait, c'est chaque année, on remet le cœur à l'ouvrage, puisqu'en fait, c'est un travail permanent de travailler sur le renouvellement, de suivre les cohortes. Alors, un petit clin d'œil à peut-être un Sergent sur le suivi des placements. Mais derrière ça, après, vient un sujet qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, qui est un sujet de crispation, de frustration pour un groupe d'édus, c'est que 2 confrères avec un même niveau 7 sur du marketing ont des variations de 30 ou 40% de NPEC. Et c'est là où effectivement on se pose nous des questions. Oui, les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. On verra tout à l'heure avec vous, Michael, un certain nombre de pistes d'évolution qui sont en train d'être discutées, qui pour certaines ont quand même pas mal avancé sur une partie de ces sujets-là. Isabelle Rivière, même question. Est-ce que vous partagez les constats? Est-ce que vous avez peut-être d'autres constats à nous faire partager sur votre regard autour des sujets de certificateurs, de relations certificateurs habilités, de contrôle de Calliope? Alors, en effet, merci déjà pour l'invitation et merci au collectif pour l'organisation de ce bel événement. Oui, alors en effet, moi je suis représentante aujourd'hui de la Fédération Les Acteurs de la Compétence et vous l'avez dit en préambule, la Fédération s'est engagée dans un système d'ouverture de ces professionnels qui concourent au développement de la compétence parce que la Fédération, qui est la première fédération nationale, bien évidemment, elle concourt au développement des compétences, je l'ai déjà dit, mais a créé une filière d'excellence. Une filière d'excellence, ça passe par la qualité, j'y arrive. Et donc la qualité a toujours été défendue par la fédération, ça fait partie de son ADN. Donc je ne vais pas vous cacher que nous ne sommes pas contre, nous sommes pour la qualité, nous sommes pour les certifications et nous sommes également pour Calliope. Donc nous avons été également contributeurs sur ce référentiel. Pour autant, ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est justement ce manque peut-être d'agilité. Le monde des professionnels qui nous entourent, à la fois les organismes de formation, les certificateurs, les plateformes digitales, enfin voilà, tous ceux qui ont l'intention d'être certifiés Calliope ne sont pas toutes de la même taille. Et c'est vrai que Calliope peut être chronophage pour les petites structures. Et c'est ce que nous avions également fait remonter en 2022 parce que nous sommes très attentifs à l'évolution de ce référentiel et on voudrait justement attirer aussi l'a un peu souligné, il y a aussi la question des auditeurs de Calliope qui ne sont pas homogènes. On est devant un parterre assez conséquent de certificateurs qui ont leur propre processus d'engagement de leurs auditeurs et de compétences. Aujourd'hui, il n'y a pas de compétences reconnues pour un auditeur. Il n'y a pas de certification. Je ne dis pas que, voilà, mais quand bien même, il faudrait harmoniser les pratiques des auditeurs et ça, nous l'avons également souligné de par le passé. Donc, Calliope doit évoluer, Calliope doit tenir compte du marché, bien évidemment. Calliope, il y a aussi, on est sur une récurrence assez fréquente avec les audits de surveillance qui reviennent tous les 18 mois. Il y a aussi le problème des cohortes de l'apprentissage qui ne permet pas peut-être d'avoir un recul suffisant au regard d'un prochain audit qui va s'opérer dans le cadre d'un audit de surveillance. Donc ça voudrait dire quoi en fait? Ça impliquerait quoi justement de fonctionner un peu différemment? Ça voudrait dire que peut-être que pour certaines professions, comme pour les CFA, ça pourrait s'entendre sur reculer peut-être l'audit de surveillance pour laisser le temps d'une cohorte de se réaliser et d'aller jusqu'à la réalisation de l'action de formation peut-être. Enfin voilà, il y a plusieurs projets comme ça qui correspondent à notre militantisme, parce que c'est vrai que ça fait partie je le répète, de notre ADN. Mais après, on parlait aussi, bon là, ça c'est sur l'approche de Calliope, il y a aussi les certifications professionnelles
de personnes que l'on a un peu abordé tout à l'heure. C'est vrai que dans ce cadre-là, nous avions également en 2022 fait un courrier collectif pour mettre en avant les points de vigilance, parce que à notre sens, le système, pour qu'il soit performant, doit reposer sur 5 engagements. Et les 5 engagements que nous attendons encore, c'est la pluralité des offres de formation certifiante, donc de manière à ce qu'elles puissent répondre aux besoins du marché. C'est l'utilité, bien évidemment, des certifications professionnelles qui répondent à un marché qui est agile. Bien évidemment, c'est la réactivité. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui parce je vous rappelle que pour déposer une certification, il faut des cohortes. Donc, réactivité peut-être sur le système de certification. Et puis, la visibilité. En dehors des métiers émergents, vous voulez dire? Oui. Oui, alors les émergents, il y a une souplesse, on est bien d'accord. Mais il y a quand même toujours pour le RNCP, il y a besoin de cohortes, de cohortes. De deux cohortes. Voilà. Oui. Donc faudrait éventuellement assouplir. La visibilité par toutes les parties prenantes. Ça veut dire quoi, la visibilité? Ça veut dire que les professionnels et certificateurs, mais également et surtout les bénéficiaires, ne devraient pas avoir à se dire tiens, je choisis une certification, mais je vois qu'elle n'a un enregistrement que d'1 an. Donc là, c'est rédhibitoire. Le bénéficiaire ne peut pas. Enfin, il faut que les enregistrements qui étaient prévus jusqu'à 5 ans et régulièrement des enregistrements à la rigueur de 3 ans et de 5 ans de façon plus régulière. Or, on voit aujourd'hui tous les mois la liste des enregistrements, on voit du 1 an, on voit du 2 ans, du 3 ans, du 4 ans. Donc, ça manque de visibilité pour les bénéficiaires. Donc ça, c'est important de le corriger. Et enfin, je terminerai par ce 5e engagement, c'est une équité peut-être, une égalité en tous les cas, de toutes les certifications, qu'elles soient privées et publiques. Voilà. Merci pour ces éléments. Alors peut-être un rebond, Laurence Carlinet, sur ce qui a été dit, et peut-être une question aussi sur quels sont pour vous, certificateurs importants du marché, les éléments incontournables d'une certification de qualité. Oui, alors effectivement, on l'a rappelé avec les précédents propos, la loi de 2018, on n'a pas fini d'en avoir les impacts. Ça a été qualifié de loi systémique, de bouleversement systémique. On est toujours dans la suite de la loi de 2018. On a évoqué les organismes de formation, évidemment, qui sont soumis à de multiples contrôles. Il y a Calliope, et puis récemment, puisque ça a été lors d'un décret sur les certificateurs, qui désormais ont aussi des obligations de contrôle. Et malheureusement, avec un effet domino, ça se rebascule, je dirais, sur leur réseau de partenaires. Et aujourd'hui, une partie du travail des certificateurs pour accéder au répertoire ou pour être renouvelé au répertoire, c'est d'abord et avant tout de prouver qu'on contrôle de manière assez sérieuse, voire très sérieuse, son réseau de partenaires. Donc, on a une approche qualité qui est une approche qualité sur le contrôle et sur les politiques de contrôle. C'est tout à fait normal. Il doit y avoir du contrôle. C'est aussi l'objectif du collectif de certificateurs, c'est de se dire, et c'est pour ça qu'on s'est réunis, c'est pour se dire, on est tous soumis finalement aux mêmes injonctions. Et pourquoi on n'essaierait pas d'être force de proposition pour les acteurs, mais aussi pour donner, Isabelle le disait, de la lisibilité, de l'harmonisation dans nos pratiques avec nos différents réseaux. Donc ça, ce sont les politiques de contrôle, c'est le suivi, le ministre l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi de l'argent public, c'est des fonds publics, donc ça doit évidemment être contrôlé et il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais il y a aussi une approche qualité, et j'en viendrai là, qui est une approche qualité pour un certificateur et sur ce qui est proposé en termes de certification. Le ministre, tout à l'heure, évoquait qu'une certification, finalement, c'est de la confiance et de la reconnaissance.
La maison que je représente, ETS, a été fondée en 47. C'est un des plus grands certificateurs privés au monde pour les langues. On est également, pour la petite histoire, administrateur de l'enquête PISA pour l'éducation nationale. Donc on a une très grande légitimité sur ce que c'est qu'une certification. On a un groupe de recherche aux États-Unis de 400 psychométriciens et on a la prétention de dire qu'on sait ce que c'est qu'une certification. Et nous, la qualité d'une certification, c'est d'abord intrinsèquement qu'est-ce que c'est, et ça repose sur 4 piliers que je vais vous détailler très rapidement parce que je vois que le temps tourne. Et ces 4 piliers, ces 4 concepts, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas du tout lié aux certifications d'anglais, hein, bien entendu. Ça peut s'adresser et ça peut s'appliquer à toute certification. Et donc nous, ce qu'on plaide, c'est sur le fait d'avoir effectivement des politiques de contrôle aux qualités, mais également des critères de qualité qui doivent constituer le socle d'une certification digne de ce nom. Donc le premier concept ou le premier pilier, c'est la portabilité. La portabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est en lien avec la reconnaissance. Une certification, évidemment, elle doit être reconnue par le marché, au minimum le marché national, mais évidemment, bien sûr, le marché international. Donc une certification, même quand elle est passée en France, normalement, doit pouvoir avoir un rayonnement qui est un rayonnement international. Ça, c'est un gage de contrôle et de reconnaissance. Le deuxième, c'est la fiabilité. Évidemment que vous passiez un test en France, à Singapour, en Chine ou en Allemagne, si vous le passez à 15 jours d'intervalle, vous devez avoir les mêmes résultats. Donc, vous devez avoir des ABAC, des contrôles, de la psychométrie derrière, qui garantissent que votre test, où qu'il soit passé, vous donne des conditions identiques et des résultats identiques en termes de score. La troisième, c'est la validité. Alors là, c'est un concept qu'on adore chez nous et qui est particulier. La validité, ça veut dire que ça mesure exactement ce pourquoi la certification a été faite. Et je vais vous donner un exemple qu'à peu près tout le monde a vécu ici. Quand on a un énoncé de maths, on se remémore pour quelques années en arrière à l'école. La première des choses, il faut que l'énoncé soit compréhensible et qu'on teste effectivement votre capacité à résoudre un problème mathématique, pas à comprendre l'énoncé. Donc, quand on parle de validité de test, ça veut dire qu'on s'attache à ce que tous les items de test soient compréhensibles pour mesurer ce qu'ils concernent, ce qu'ils mesurent, à savoir pour nous des tests d'anglais, mais évidemment pour les autres certifications, véritablement être centré sur la mesure et pas sur autre chose. Et le dernier critère, c'est l'équité. Là aussi, on en a parlé, l'égalité de tous devant une certification, mais aussi d'éviter les biais culturels. Par exemple, chez ETS, nous avons un comité qui revoit tous les items, parce que la certification est internationale. Donc, on ne vous posera pas de questions sur le flamenco ou sur le théâtre no, parce que vous pouvez avoir des gens qui ne connaissent pas cette culture et qui seraient donc défavorisés par rapport à quelqu'un qui la connaîtrait. Donc là aussi, un comité de revue et d'éthique qui s'assure que les items de test, les questions de test, sont compréhensibles par la totalité des apprenants. Merci Laurence Carlinet. Alors, un certain nombre de constats, quelques pistes qui ont commencé à être dessinées. Michael Charby, si on se dit que les groupes de travail vont peut-être permettre d'être dans un temps 2 de la réforme, on va reprendre un certain nombre de points et voir quelles sont les pistes sur la table. Parfois des discussions, je le disais tout à l'heure, ont pas mal avancé sur Calliope, notamment plusieurs sujets. Un, l'adaptation des contrôles à la taille des établissements de formation. Est-ce qu'on peut imaginer que il puisse y avoir des ajustements de la redondance des contrôles, puisqu'il y a des zones de recoupement et puis parfois il y a un besoin d'homogénéisation aussi entre ce qui est contrôlé.
Je pense qu'on a... Alors, tout ce que je vais raconter, c'est important comme dans la période où on est, doit être bien entendu reconfirmé par le futur gouvernement. Et donc, c'est des pistes de travail qui, pour certaines d'entre elles, sont un peu aux prémices, pour d'autres sont déjà bien avancées. Donc, voilà, c'est important. En tout cas, c'est la vision du Haut-Commissariat portée par Geoffroy de Vitry que je vais vous relayer aujourd'hui. On a une très bonne base de travail, qui est le rapport de l'IGAS et de l'IGESR sur la qualité de la formation, qui est le premier rapport qui pose un constat systémique sur la qualité dans ces différentes dimensions. Alors, ça signifie, on partage complètement les constats, pas forcément la totalité des préconisations du rapport, et de toute façon, certaines de ces préconisations doivent être instruites, complétées, affinées, concertées. Et c'est aussi ça l'enjeu des groupes de travail, c'est aussi de partager les expertises, mais aussi d'assurer un niveau de concertation. Donc, sur Calliope, les points de faiblesse, l'harmonisation des pratiques entre organismes certificateurs, ça a été dit. Au niveau des auditeurs aussi, avec un sujet qui est moins prégnant qu'avant, mais qui reste quand même d'actualité sur la qualification et les compétences de certains auditeurs, et donc avec les confusions que ça peut générer sur la nature de ce qui doit être contrôlé ou pas, sachant quand même qu'on met les auditeurs Calliope parfois dans des injonctions contradictoires, hein, pas assez exigeants, trop exigeants. Il y a quand même un sujet aussi de clarification aussi de ce qu'on attend par rapport à ça. L'idée d'une certification des auditeurs est envisageable, parce qu'aujourd'hui finalement le choix des pistes de travail est assez libre. Tout à fait. Après, avec toujours l'enjeu de comment est-ce qu'on le met en place sans que ça génère un goulot d'étranglement. Mais bien entendu, oui, ça fait partie des pistes de travail des groupes de travail, très clairement. Et après, il y a un élément qui a été porté dans le rapport sur lequel on suit assez peu la préconisation, qui est l'idée d'un Calliope Plus, parce que pour nous, d'ailleurs ça a vraiment été ressenti dans les groupes de travail d'ailleurs qui se réunissent cette semaine, on ne pense pas que la qualité externe, celle de l'impact, doit être mesurée par un audit Calliope. Il y a d'autres mécanismes, et ça renvoie de toute façon au sujet général de qui est responsable de quoi, quelles sont les zones de recoupement, mais aussi, et je tiens à le dire, quels sont les angles morts, parce qu'il y en a quand même. Hein. Bon, voilà, il suffit de lire le rapport pour voir que tout n'est pas complètement à niveau par rapport à l'enjeu de transformation. Quelles peuvent être les pistes pour, par exemple, adapter les contrôles à la taille d'un établissement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains critères qui pourraient être pas forcément demandés, ou demandés de manière beaucoup plus légère, ou des éléments de preuve qui... Ça peut être quoi? Alors, pour moi, il y a un élément important, c'est que le référentiel doit être unique et ne doit pas être à géométrie variable en fonction de l'organisme. Surtout que, malgré tout, c'est un élément qui est toujours important. Le petit organisme, c'est le formateur indépendant, c'est les petits OF qui essayent qui mènent leur activité. Et c'est aussi, c'est aussi des portes d'entrée pour la fraude aussi. Donc, on peut pas non plus relâcher trop violemment le sujet. Par contre, pour moi, ça joue plus sur la démonstration de la preuve, la récurrence des contrôles, même si pour moi, le premier contrôle de surveillance est important, parce que quand on est un organisme qui démarre l'activité, le niveau quand même de preuve qui est demandé pour avoir la certification Calliope est un peu limité, forcément, puisqu'on démarre l'activité. Si on décale trop loin le premier audit de surveillance, ça peut générer des effets pervers. Et sur la redondance des contrôles, est-ce que un socle partagé entre contrôleurs pourrait permettre de ne pas recontrôler certains éléments, ou en tout cas de s'entendre sur ce qu'on contrôle et de le contrôler peut-être de la même manière? Alors, s'il y a un constat qui ressort du rapport IGAS-IGESR, c'est celui-ci. L'absence de coordination entre acheteurs eux-mêmes, même si bien sûr il y a le GIP des deux OF qui assure pour les OPCO et les AT Pro, et aussi entre pouvoir public et acheteurs et financeurs. Il y a des dissymétries dans la circulation d'informations qui font que on laisse trop longtemps sans information, voire même qu'on n'a pas le droit de communiquer certaines informations
alors qu'il y a des situations dysfonctionnelles, voire de fraude, qui persistent. Et c'est aussi ça l'agilité, c'est en effet de pouvoir se dire, ça a été contrôlé par quelqu'un, il n'y a pas forcément besoin d'y revenir forcément tout de suite, parce que je sais ce qui a été contrôlé. Donc ça signifie deux choses. La première, c'est de définir c'est quoi le référentiel commun du contrôle des acheteurs et des pouvoirs publics. Là, je sors du sujet Calliope. Et ensuite, quel est le résultat, en tout cas quels sont les résultats communicables sur ce contrôle. Est-ce qu'il y a un red flag qui est mis sur l'organisme, et ça peut être le cas, et ça permet aussi de concentrer l'effort, parce qu'on est bien entendu sur du contrôle sur de la ressource rare, sur l'endroit où il y a des enjeux. Et très clairement, parfois on peut être dans une situation où on surcontrôle certains acteurs qui globalement ont quand même une maîtrise de la qualité de leur processus, et à l'inverse, on laisse complètement à côté des organismes complètement dysfonctionnels. Alors ça, c'est un premier sujet. On a évoqué aussi le sujet public-privé, certificateur public-privé. Stéphane Lardy a rendu un rapport en décembre 2023 sur les 11 CPC, montrant qu'il y avait une très grande hétérogénéité et que voilà, il y avait des choses à revoir. Quelle est la piste, quelles sont les pistes sur la table pour rehausser le niveau d'exigence demandé aux certificateurs publics? La piste de travail, c'est de suivre une partie des préconisations du rapport transmis par Stéphane Lardy au cabinet de la Première ministre, et très clairement de donner un rôle à France Compétences dans l'animation des CPC interministériels, et aussi, et ce qui me paraît vraiment une première étape importante, c'est de critériser l'enregistrement de droit. C'est-à-dire tout simplement de dire les CPC, elles examinent quoi et quels sont les éléments obligatoires d'examen d'un diplôme pour s'assurer qu'il répond aux exigences du RNCP. Donc ça, c'est le premier versant, c'est-à-dire monter en gamme, ou en tout cas amélioration de la garantie en termes de processus. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est rapprocher aussi l'enregistrement sur demande d'une partie des éléments de l'enregistrement de droit. Ça implique plusieurs éléments. Le premier qui est un peu en réponse à ce qu'a dit Isabelle, c'est-à-dire très clairement, il y a un sujet sur le temps qu'il faut quand on est dans l'hypothèse d'un premier enregistrement, et donc en piste de travail, le fait de descendre pour une première demande à l'examen d'une seule promotion est quelque chose qui pour l'instant est porté par le Haut Commissariat comme une piste de travail auprès des futurs cabinets. Autre aspect qui a été évoqué, la durée d'enregistrement. La durée d'enregistrement a été un élément important de modulation par rapport à une transformation assez forte. C'est-à-dire qu'on avait le choix entre des durées courtes ou des refus d'enregistrement qui auraient généré parfois pour certains acteurs des trous de système. Là, je pense que maintenant on est un petit peu sorti de cette phase-là. Ce qui signifie peut-être une inversion du principe, c'est-à-dire le fait de dire la durée normale d'enregistrement de droit commun, c'est 5 ans, et par exception, elle peut être plus courte. Et ça signifie qu'on motive le fait qu'une durée puisse être plus courte. On l'interdit pas, bien entendu, mais en tout cas, on inverse un peu le principe. Et ça passe pas forcément par la voie réglementaire. Ça peut être applicable assez vite, finalement, que de donner. C'est mieux de le mettre en réglementaire, quand même. Tout ce que je vous évoque, il n'y a pas besoin de vecteur législatif. Par contre, il faut quand même du réglementaire parce que une activité de régulation, c'est du contentieux. Donc, oui. Je crois que sur 4 ans, à France Compétences, avec le collectif de travail, on a géré une 40aine de contentieux, qu'on a tous gagnés d'ailleurs. Mais c'est quand même, ça nécessite quand même de faire les choses sérieusement. Et donc, un texte qui encadre l'activité, c'est important. Juste une précision, quand vous disiez rôle d'animation, c'est la préconisation. C'était la préconisation de Stéphane Lardy que vous reprenez au commissariat, rôle d'animation qui serait confié à France Compétences sur les demandes de renouvellement des enregistrements de droit des certificateurs publics. Ça voudrait dire avis donné par France Compétences sur ces demandes? Comme au sein de la commission de la certification professionnelle de France Compétences, c'est-à-dire un avis technique, et après, bien entendu, c'est les partenaires sociaux présents majoritairement au sein des CPC qui, en fonction de cet avis technique, apprécient l'opportunité d'un enregistrement, voire peut-être même d'une modulation de la durée d'enregistrement.
Troisième sujet, relations certificateurs-organismes de formation habilités. Les groupes de travail planchent aussi là-dessus pour aboutir à quoi? À des standards de qualité rehaussés, à un socle exigible dans les relations que les certificateurs doivent avoir avec leurs partenaires? Ça, c'est hors groupe de travail, puisque le sujet nécessite pas une instruction technique particulière. Bien entendu, on en discute avec les acteurs. Là, c'est plutôt un aspect de concertation, mais l'idée, c'est en effet d'avoir un cadre réglementaire beaucoup plus précis qui donne en fait les droits et les obligations associés à la qualité d'organisme certificateur au sens RNCP, au répertoire spécifique, et que les conventions de partenariat puissent aussi être précisées sur quelles sont les mentions obligatoires, quels sont les éléments aussi qui pèsent en termes d'obligations sur l'organisme certificateur, par exemple s'il a un organisme de formation défaillant, c'est-à-dire j'ai un organisme de formation défaillant que j'ai habilité, il y a des stagiaires, ma responsabilité, c'est de les repositionner quelque part, voir s'ils ont fini leur cursus de formation, de les présenter à l'examen, même si mon partenaire est défaillant. Donc ça fait pas l'objet des groupes de travail, mais ça pourrait potentiellement faire l'objet d'un décret qui viendrait préciser ces différents éléments-là. Oui, et d'ailleurs ce décret servirait aussi de cadre pour les ministères certificateurs. Alors ça ne serait pas une obligation pour eux, mais en tout cas ils auraient un cadre juridique dans lequel s'intégrer. Et à ce titre, on a des échanges assez nourris, par exemple avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est le même décret qui encadrerait à la fois la nouvelle critérisation de l'enregistrement et... C'est deux décrets distincts, mais ils seraient concomitants. Oui, ils seraient concomitants, d'accord. Marc Verger, peut-être pas mal de choses évoquées, pas mal de pistes. Peut-être, voilà, première réaction par rapport à ces pistes. Réaction, on voit bien sûr que il y a conscience de tout ce que l'on peut améliorer, hein, donc ça c'est déjà très bien. Moi, ce que j'ai noté, pratique homogène côté certificateur Calliope. Bon, je dirais que tous les certificateurs sont normalement cofraqués, donc je pense que sur les pratiques, on peut espérer que le cofrac fasse bien le job. Je retiendrai plus la qualification des auditeurs. Il y a une moue dubitative de Michael Charby pendant que vous parliez. C'est pas ce que dit l'inspection générale, hein. C'est le constat objectif. Hein. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Normalement, le cofrac devrait faire le job. D'accord, c'était ironique. Après, c'est sur la qualification des auditeurs, et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, puisqu'aujourd'hui, pour Calliope, un auditeur, en fait, n'est pas un spécialiste du domaine de formation de l'organisme qu'il va auditer. Donc Marc Verger, auditeur, peut très bien se rendre le mardi à la Croix-Rouge. Bon, côté Croix-Rouge, je connais mon médecin et mon dentiste, mais ça va pas au-delà de mes connaissances médicales. Le surlendemain, je vais aller auditer une entreprise qui va former, je ne sais pas moi, sur des titres pro, peu importe. Donc c'est vrai que l'auditeur ne connaît pas. Et Calliope, Stéphane Rimy le répète à l'envi, c'est bien processus certifié. On ne certifie pas la qualité des intervenants, pas plus qu'on ne certifie les contenus pédagogiques. Et en fait, que l'on a un contrôle réglementaire sur l'application des 14 missions, des 8 obligations des CFA, est-ce qu'on a bien RIS, tout ce que l'on veut, très bien. En gros, c'est qui le fait déjà? Est-ce que ça l'adresse tous ces Calliope? Mais c'est surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réfléchisse à comment pouvons-nous mettre en œuvre quelque chose qui permette d'assurer la qualité des prestations. Alors, on a des indicateurs de sortie, le taux de placement, l'employabilité, bien sûr, mais pour autant, aujourd'hui, Calliope ne permet pas de s'assurer que l'intervenant est un bon intervenant et qu'il a les compétences. On peut démontrer qu'on a respecté le process, on a mis une annonce, un profil de compétences, on l'a vu, on l'a validé, on l'a onboardé. Pour autant, la qualité, là, non, je ne la trouve pas. Et encore un mot sur le chevauchement des contrôles par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport aux pistes qui vous sembleraient intéressantes à mettre en avant. En fait, je crois que c'est important. Tous les groupes d'éducation, organismes de formation, je crois et je pense, sont favorables à ce qu'on ait des contrôles et que on sait que nous sommes dans une activité réglementée. Maintenant, il est vrai que lorsque sur un même semestre, vous avez 4 contrôles de 4 entités différentes qui vous demandent peu ou prou les mêmes documents ou au moins 40 ou 50% des mêmes documents, il est vrai qu'on se pose la question de la pertinence des contrôles et du temps que nous investissons ou perdons à produire 4 fois notre règlement intérieur, 4 fois nos statuts, etc., etc. Oui, donc l'idée de tag éventuel pour dire telle partie un socle commun, on n'y revient pas, pourrait être une piste intéressante. Voilà, on voit le bout du tunnel.
Isabelle Rivière, vous vouliez... Oui, je voulais rebondir et abonder dans le sens de Marc. Bien évidemment, les contrôles des professionnels de la formation le nombre de contrôles peut être jusqu'à une trentaine, parce qu'on avait fait un petit peu le décompte et se décompose en 4 parties. Il y a les contrôles des financeurs, et tous les financeurs ne sont pas membres du GIE des 2 OF. Donc ça veut bien dire que ça se démultiplie. Les financeurs font des contrôles qualité et contrôles sur service fait. On ne revient pas sur le sujet du contrôle service fait, c'est normal. Mais le contrôle qualité, comme on le disait, ça fait redondance avec d'autres contrôles et d'autres audits, et notamment celui de Calliope. Après, il y a le contrôle réglementaire avec Calliope aussi, le contrôle de l'État, France Compétences, l'ENRED, se font des contrôles. Et quand on a la chance d'avoir des titres pro des ministères, il y a tous les ministères, ministère du sport, ministère de l'agriculture, ministère de l'éducation nationale. Enfin voilà, donc ça fait une trentaine de contrôles qu'on peut avoir au sein de son organisation. Voilà, je voulais simplement abonder dans ce sens. Et moi, nous avons travaillé la fédération avec le GIE des 2 OF justement pour essayer d'harmoniser et de revoir un petit peu le référentiel. On applaudirait dès demain s'il y avait cette harmonisation sur l'ensemble. Oui, le GIE des 2 OF qui regroupe en fait à la fois tous les OPCO, les associations de transition professionnelle, bref, les financeurs. Voilà, mais pas tous les financeurs. Mais pas tous les financeurs. Pas Pôle emploi, par exemple. Les acteurs de la compétence, vous avez travaillé sur un socle. France Travail, pardon. Oui, excusez-moi. Vous avez travaillé, Isabelle Rivière, aux acteurs de la compétence sur un socle d'engagement, d'engagements minimaux des certificateurs. Les travaux sont plutôt avancés, voire quasiment finalisés. Oui. C'est quoi? C'est un socle sur la base du volontariat. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous pouvez un peu nous l'illustrer? Alors oui, c'est une annonce que nous allons faire prochainement, même si j'avance le sujet aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'instar de ce que nous avions proposé sur la charte de déontologie pour le CPF, voilà, qui était dans le même esprit, et on voulait professionnaliser un petit peu la profession. Et bien, au sein de la fédération, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons plusieurs professionnels, dont des certificateurs, des organismes certificateurs, et nous avons une commission certification qui est coprésidée notamment par Laurence Carlinet. Et c'est vrai que cette commission certification s'est attelée à un vrai travail pour accompagner ces professionnels. Et comme le disait tout à l'heure le ministre Olivier Dussopt, on est tout à fait dans cette philosophie, à savoir la régulation par la profession pour faire monter les standards. Et donc, à ce titre-là, au-delà de l'aspect réglementaire, puisque les certificateurs ont des engagements, nous souhaitons rappeler que cette charte repose sur des 10 engagements, des procédures, peut-être avoir un éclairage plus évident sur leurs procédures d'habilitation. On va au-delà, c'est-à-dire qu'on rappelle le réglementaire, mais les engagements vont sur, par exemple, un organisme certificateur se doit de répondre, par exemple, à une demande d'habilitation. On voit beaucoup de professionnels qui n'ont pas de retour d'organismes certificateurs. C'est un engagement. Tout à l'heure, on parlait d'accompagner un bénéficiaire tout au long de son parcours. Si, par exemple, malheureusement, le prestataire n'est plus dans la place, il faut que le certificateur s'engage à assurer le suivi du parcours de bénéficiaire. Voilà. Donc, on pourrait, c'est pareil. Il y a l'engagement d'avoir une procédure sur tout l'accompagnement numérique quand il y a des évaluations digitales. Donc il y a beaucoup de principes qui vont au-delà du réglementaire, mais qui sont indispensables pour choisir ces bons partenaires. Il y a aussi ce choix. On est dans l'excellence. On veut accompagner, on veut mettre de la lisibilité, de la visibilité sur les certifications de qualité. Une précision en termes d'agenda, ça sera présenté quand, le détail? Alors, je vais pas trahir un secret, hein, ce document, cette charte qui est destinée d'avant tout à nos adhérents, mais qui pourra peut-être évoluer dans le temps, a fait l'objet de relecture par la Caisse des dépôts. Donc on a demandé à la Caisse des dépôts, on a demandé au commissariat aussi d'avoir un regard appuyé et nous commenter. Donc très peu de retours, et ça voulait dire que le travail avait été bien fait. On a aussi sollicité France Compétences. Donc dans le mois qui suit, là, on lance la communication. Je pense que ça pourrait arriver peut-être en même temps que le fameux décret. Peut-être un peu avant, quoi. J'espère avant, parce que c'est vrai qu'on a fait un beau travail de plusieurs mois. Ça a été ce travail de 2024.
Donc, honnêtement, on est très fiers de ces travaux. Comment ça s'inscrit, Michael Charby, cette initiative des acteurs de la compétence par rapport aux pistes que vous avez évoquées, vous, aux pistes réglementaires notamment, qui visent à régir, produire des garanties minimales entre certificateurs et organismes habilités? En fait, je pense qu'on est vraiment dans l'élément central, c'est-à-dire on régule pas contre, on régule avec. C'est-à-dire que, le fonctionnaire que je suis, c'est qu'il y a un nombre incroyable de textes législatifs ou réglementaires qui n'ont jamais pris vie ou sens parce qu'ils n'étaient pas perçus, compris et endossés par les secteurs d'activité concernés. Et si la réforme de la certification a eu le succès qu'elle a connu, c'est parce que elle a été comprise et endossée dans ses objectifs par le secteur d'activité. Alors ça signifie pas qu'il n'y a pas encore quelques quiproquos et quelques points d'amélioration, mais globalement, pour moi, c'est vraiment l'élément central, c'est-à-dire que l'action des pouvoirs publics doit s'articuler avec les initiatives des acteurs. Et voilà. Et d'ailleurs, comme le disait Laurence, le rôle des organismes certificateurs permet aussi de décharger une partie des pouvoirs publics et de pouvoir se concentrer un peu plus sur les enjeux de régulation, de lutte contre la fraude, qui sont encore bien d'actualité, un peu moins sur le CPF grâce à l'action de la Caisse des dépôts, mais je sais que les DREET sont quand même très occupés sur les sujets d'apprentissage. Donc, et à mon avis, elles le seront de plus en plus dans les semaines et les mois à venir. Et elles ont pris d'ailleurs parfois quelques décisions assez fortes cette année qui sont pleinement assumées par les pouvoirs publics. Ça peut intéresser nos participants présents et ceux qui sont connectés. Deux autres petits sujets que j'aimerais évoquer rapidement avec vous. Les réflexions en cours sur les titres professionnels. Qu'est-ce qui est envisagé? Et la deuxième question, c'est sur les candidats libres, les diplômes, où là, finalement, la possibilité de se présenter en candidat libre commence à être restreinte et va l'être davantage en étendant ça à de nouveaux domaines. Alors, sur le deuxième sujet, on est un peu dans le périmètre éducation nationale, qui bien sûr, pour la partie enseignement pro, relève pour partie du Haut-Commissariat. L'idée, c'est la candidature libre doit s'inscrire dans une optique professionnelle. C'est le CAP loisir, non. Très clairement, les fonds mutualisés, les moyens de l'éducation nationale ont d'autres priorités d'action. Donc ça, il y a une action. Alors après, il faut le faire intelligemment, parce que c'est sûr que si on pose systématiquement toutes circonstances des contraintes lourdes, ça peut gêner des publics qui répondent pas forcément complètement aux critères parce que pas disponibles pour avoir X période par exemple de stage. Donc si je passe pour mes loisirs un CAP pâtissier, demain on va me dire, ou c'est peut-être déjà aujourd'hui, il faut remplir certaines conditions. Ça serait quoi ces conditions-là? Le CAP pâtissier, il y a déjà une obligation de 14 semaines de stage de mémoire. Le CAP cuisine pour la session 2026, il y aura cette obligation-là qui est posée. Et d'ailleurs, c'est pas toujours un sujet en pouvoir public. C'est-à-dire, par exemple, sur le CAP cuisine, c'est les professionnels du secteur qui l'ont souhaité. Oui, parce que leur plateau technique, etc. Ça veut dire que, en fait, ça existe déjà sur certains diplômes et petit à petit, ça a vocation à s'étendre. Forcément à généraliser, parce là aussi, il faut le faire intelligemment et comprendre les cas de figure. Mais en tout cas, c'est un élément de réflexion parce qu'on a cet enjeu, je le redis, les plateaux techniques et le temps disponible des enseignants pour passer les examens doit être concentré majoritairement vers les élèves et les publics adultes en formation et en reconversion professionnelle. Et concernant les titres professionnels du ministère du Travail? Oui. Alors ça, le cadre juridique est en réflexion. Donc ça, les travaux vont être menés. On a identifié clairement un sujet qui est le sujet des conventions de partenariat avec les centres agréés, qui ne sont pas vues et pas validées par les services de l'État, et qui ont généré des situations de fraude assez significatives sur le CPF cette année. Donc nécessairement, on doit adapter notre cadre juridique à ça. Et on doit aussi, de manière plus générale, penser à un cadre juridique sur les titres professionnels qui n'a pas bougé depuis quand même presque 10 ans
et qui doit prendre en compte notamment les formations à distance. On peut se poser la question parfois de la territorialité des agréments quand on est sur de la formation 100% distancielle. On doit aussi peut-être réfléchir, pas pour l'ensemble des titres, mais pour un certain nombre d'entre eux, à des modalités d'évaluation des compétences en distanciel. Enfin voilà, il y a une évolution à mener, à la fois pour garantir la qualité, et ensuite pour s'adapter à la réalité de l'évolution du marché de la formation. Oui, on le voit, la liste des évolutions potentielles, envisageables, est quand même relativement longue. Ça chôme pas dans les services et au commissariat sur ces sujets-là, non. Un petit mot de conclusion rapide, Laurence Carlinet? Oui, écoutez, moi les deux mots-clés donc qui me viennent à l'esprit, c'est harmonisation et convergence. La première, c'est évidemment l'harmonisation sur les certifications, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. C'est véritablement un souhait, mais pas uniquement un souhait au niveau du contrôle. On l'a dit, pour faire élever le niveau de la qualité et qu'on garantisse à tous, aux professionnels mais aussi aux bénéficiaires des certifications, on leur doit cette qualité et cette harmonisation pour qu'ils sachent où ils vont. La deuxième, c'est convergence. Évidemment, convergence, l'idée c'est de vouloir co-construire, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé dans les précédentes réformes, y compris par les partenaires sociaux. Les organismes de formation, les certificateurs, les pouvoirs publics sont véritablement au centre de cet écosystème et de ce nouvel écosystème. Il y a des sommes colossales en jeu, mais il y a aussi des attentes formidables de la part des bénéficiaires. On parlait tout à l'heure de l'accès à l'emploi, des deuxièmes chances. La certification en France, c'est véritablement une chance formidable. Et donc, c'est tous ensemble qu'on doit converger pour pouvoir faire monter la qualité et donner à tous ceux qui veulent bénéficier de la certification ce gage de qualité. Table ronde particulièrement dense et riche. Merci beaucoup à tous les quatre.